Madame, Messieurs, bonjour. Il dessine nos villes, trace nos espoirs et bâtisse nos lendemains. Derrière chaque colonne, chaque façade, chaque courbe audacieuse au toit incliné, il y a une vision, celle d'hommes et de femmes qui, à la manière de poètes du béton et du bois, sculptent l'identité du Cameroun dans la pierre et le rêve. Depuis 1975, l'Ordre national des architectes du Cameroun veille, guide et construit. 50 années de lutte, d'inspiration, de plans couchés sur du papier, érigés dans nos cités. Alors que nos villes s'étendent, que les défis se multiplient et que l'urgence écologique nous interpelle, une question demeure. Quelle architecture pour demain? Ce matin, dans la rétro, nous explorons les fondations visibles et invisibles de notre paysage urbain, aux côtés d'un homme qui incarne cette passion bâtisseuse. Jean-Christophe Ndongo est président du Conseil de l'Ordre des architectes du Cameroun. Jean-Christophe, bonjour et bienvenue sur la rétro. Bonjour et merci de m'avoir invité. Le temps de vous retrouver, je vous invite à revisiter l'actualité de la semaine en images, c'est le Round-up. Au milieu de ce champ, des visages attristés après une découverte macabre. Après des heures de battue, ils ont retrouvé le corps sans vie d'un enfant d'1 an porté disparu depuis des jours. Le voici en image. De sources policières, le père de l'enfant est l'auteur du rapt. Elle rapporte que le jeune garçon qui s'occupait de la victime a vu son partenaire partir avec lui. Mais le suspect principal, interpellé, donne une autre version. On m'a arrêté ici que c'est moi qui a parti porter l'enfant. C'est tout. Oui, on m'a appelé hier le matin que mon enfant est mort. Le suspect est présenté comme un homme violent. Son entourage témoigne avoir vécu des scènes de violence sur sa compagne, âgée de 16 ans. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances du décès de l'enfant. Les obsèques de Pythagore défraient la chronique dans la ville de Bangou, département du Haut-Plateau, région de l'Ouest Cameroun. Une vidéo devenue virale depuis le 25 avril dernier sur la toile, montrant un cercueil contenant le corps d'un jeune homme d'une 40aine d'années, rempli de morceaux de briques de terre. Tout autour, des cris de détresse retentissant dans l'air. Pythagore! Venge-toi! 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 Rendu sur les lieux quelques jours après, l'on peut encore voir les conséquences macabres. Toiture arrachée, maison détruite, témoigne à suffisance la violence subie par cette maison funéraire où reposait le corps de ce dernier durant la veillée mortuaire, d'où s'est produite une scène surréaliste digne d'un film d'horreur. C'est aux environs de 16h37. Les nuages viennent avec les sauves-souris d'un seul côté. C'est comme ça subitement que l'herbe passe aussi, en laissant le tourbillon sur place. Le tourbillon tourne comme ça. À peine de tourner là, on comprend seulement comment la maison fait boubou. Directement, le toit s'est envolé avec les bâches et moi-même j'ai pris le 100 mètres. Quand je suis sorti de ma cachette directement, Pythagore, venge-toi, Pythagore, Pythagore, venge-toi, on a tué mon grand frère, machin truc comme ça. Et après la bagarre générale, le même jour comme j'ai filmé l'arrivée à la maison, mon afficheur n'était plus. Il y a une partie de la famille qui est sortie de la conversation. Ils ont commencé même à lutter entre eux. C'est nous-mêmes qui avons soulevé le toit sur les gens passés, ça a Les blessés ont été conduits dans les centres de santé environnants et les obsèques ont eu lieu le lendemain dans une atmosphère tendue et insupportable. Selon des témoignages, le défunt serait mort des suites d'un accident à Kiossi avant d'être transporté en Kaka par Bangouville. Cet événement mystérieux a plongé la population de Bangou dans une psychose totale et les traditionalistes rencontrés n'ont pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Notons que nous n'avons pas pu joindre la famille qui, aussitôt enterrée, est repartie. Ambiance d'une nuit calme à l'apparence au quartier Liguédois à Yaoundé. À première vue, rien ne trahit l'ampleur d'une activité souterraine. Derrière les murs discrets de ce secteur phagocyté par la promiscuité, c'est un véritable labyrinthe.
Un dédale de chambres métamorphosées, un atelier clandestin, un sentier cruel du whisky made in Eliguédoua. Des whiskies connus, des rhums, des spiritueux sans étiquette, des bouteilles trafiquées prêtes à inonder des snacks et bars. Les étagères, coin zéro coin, sont jonchées de bouteilles de toutes marques, empilées ça et là, parfois en désordre. Sous les lits, des caisses et cartons sont dissimulés, des bouchons, des étiquettes, de faux timbres et vignettes. L'odeur âcre de ces produits chimiques flotte dans l'air. Du sucre caramélisé et de l'eau alcoolisée. C'est ce mélange-là qui permet d'obtenir certains produits qui sont consommés dans les snacks, dans les boîtes de nuit et autres. Pour percer cette forteresse d'illégalité, les gendarmes ont dû casser des portes, fouiller chaque recoin, explorer le moindre placard. Le commandant de la Légion de gendarmerie du centre et le commandant du groupement de gendarmerie territoriale du Fundi en première ligne de l'opération. Les populations ont fait les préalables en renseignant. C'est grâce à cette synergie population et gendarmerie que nous sommes tombés sur ces informations qui font fort au dos et qui nous laissent un enseignement très important. En allant au snack ou bien dans un bar pour boire un coup, vérifiez bien si l'étiquette ne sort pas de Tomeki ou bien de Eliguédoua. Le réseau bien huilé a partiellement préfui, mais 3 cerveaux sont tombés. Ce soir, derrière les rideaux tirés de ce labo funeste, l'alcool n'a plus le goût de la fête, mais celui du crime. Le chien des proprios en pleure. Mathis, 6 ans, brutalement envoyé à outre-tombe par un voisin revanchard. Assassin présumé, géniteur de l'artiste Lidl. Il n'y a pour l'instant pas d'image disponible de l'horreur. Il n'y a que des murs, des couloirs, des portes et des silences. Ce matin, nous avons remonté le fil du drame, un pas après l'autre, dans les dédales discrets du quartier Ngouakele à Yaoundé. Là où samedi dernier, l'homme a plongé un poignard dans le cou de cet enfant pour solder une querelle d'adultes entre lui et le père de la victime. Quelqu'un entre ici, on dit même que c'est un voisin. Je veux tuer quelqu'un. Je veux tuer 3 personnes. Je veux tuer tout le monde. Mais en fait, le pain chocolat, il va dessin animé. Oh, Jesus. Ouais, mamie. Il mangeait le pain chocolat. Les autres étaient enfermés, les autres étaient à la douche, là, l'autre dans la chambre. Ils ont eu peur. Celle-là, quand l'autre était venu en bas là-bas chez le grand-père. C'est comme ça que il finit, il sort. On dit que ça danse au mur là, que je veux tuer 3 personnes. Nous sommes allés là où tout a commencé. Une buvette du coin sans nom, entre 2 murs et cahiers. Les verres y sont souvent pleins, commentaires libres. Mais là, les langues sont vides. Personne ne veut parler de la bagarre de ce jour-là. On nous regarde du coin de l'œil. Puis on se bat à précipiter notre départ. Nous avons poursuivi notre marche jusqu'à la maison de la victime. Une baptiste modeste où l'odeur de l'encens se mêle à celle des larmes sèches. Les visages sont fermés, les voix étranglées. Une porte s'entrouvre. Notre présence gêne. Aucune déclaration. Forcé à partir au plus vite. Plus loin, nous arrivons chez l'assassin présumé d'Agobert. Rien, pas un souffle. Les portes sont closes. La colère du quartier l'a vidé de ses occupants. Le vide a pris possession des lieux. Un vide plus éloquent que 1000 discours. Notre dernière étape nous amène au CHU de Yaoundé, là où Dagobert, blessé après le lynchage manqué, est hospitalisé. 4 policiers du commissariat du 5e arrondissement, où est ouverte l'enquête, sont à son chevet. Il nous barre la route. Il est là, mais il ne parlera à personne, nous dit l'un d'eux, sans agressivité, mais avec fermeté. L'homme qui aurait ôté la vie à Marquise a choisi le mutisme, comme tout le quartier désormais. Et alors, que nous reste-t-il? Des pas, des empreintes sur ce couloir de la mort, des morceaux de récits arrachés au vent. La vérité se cache dans le vide, dans les non-dits, dans les regards. Mathis n'avait que 6 ans. Il regardait la télé, il mangeait du pain. Il ne savait pas qu'un homme en colère entrait pour tuer. Il ne savait pas qu'un monde aussi cruel existait.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez seulement maintenant dans le cadre de cette émission. Nous avons comme invité Jean-Christophe Ndongo, il est président du Conseil de l'Ordre des architectes du Cameroun. Bienvenue encore. Merci. Je voudrais le souligner, vous sortez d'une semaine battante, une semaine pleine d'activités. Activité de célébration de vos 50 ans, un demi-siècle que vous avez remis en contexte. Comment avez-vous vécu cette semaine de célébration-là? Écoutez, déjà je vous remercie de m'avoir invité. Pour nous c'est très important de faire face à la presse. C'est très important que les journalistes nous accompagnent pour donner la visibilité à notre ordre, pour donner de la visibilité aux architectes, car nous considérons que nous ne sommes pas encore assez visibles et nous ne sommes pas encore assez connus du grand public. Donc chaque fois qu'il y a une invitation face à la presse, je demande également aux membres du bureau, aux architectes d'y aller. Donc vous vous rassurez que pour Canal 2 c'est acquis, c'est votre maison. D'accord, merci beaucoup. C'est beaucoup. un devoir de vous inviter. Merci beaucoup. Maintenant, pour répondre à votre question, c'est vrai que c'était une semaine très intense, très importante pour nous, parce que comme vous l'avez dit, nous fêtions les 50 ans de l'ordre national des architectes du Cameroun. Mais j'aimerais quand même faire un peu d'histoire. Oui. Parce qu'effectivement, l'ordre, le décret qui crée l'ordre est en décembre 1975. Mais l'ordre en lui-même, donc c'est un décret, qui porte sur l'organisation de l'ordre national des architectes du Cameroun. Mais l'ordre en lui-même est créé dès 1962 par 3 architectes, M. Sangué Akwa, M. Bébé Black et M. Salomon, qui créent donc cet ordre-là. Parce qu'il faut savoir que le premier Camerounais diplômé en architecture rentre en 1957 et rentre au Cameroun en 1958. D'accord. Donc l'ordre existe avant et c'est pour ça que M. Jacques Sangué Akwa est le premier nom sur le tableau de l'ordre. D'accord. Donc en 1975... Et c'est lui le premier à obtenir le diplôme d'architecture? Non, le premier à obtenir le diplôme d'architecture est M. Moukoury Mouelé, qui est diplômé, le premier architecte diplômé en architecture, donc en 1958. En 1957... 2 années avant l'indépendance. Voilà, et rentre en 1958 au Cameroun. Voilà. Donc nous fêtons donc 50 ans, et c'est vrai que c'était très intense, parce que c'était un anniversaire. Nous sommes le premier ordre créé au Cameroun. Et nous avons beaucoup de premières dans notre ordre. Donc il fallait que l'on marque le coup, que nous invitions énormément de personnes. Nous avions un thème défini, parce que lorsqu'on fait un anniversaire 50 ans, on fait un bilan de ce que nous avons fait. Évidemment. Et évidemment, il y a des défis. On se projette. Voilà. Et puis après, on se projette sur les perspectives. Donc nous avons organisé cela sur plusieurs thèmes. Et nous avons également inscrit 162 nouveaux architectes, donc une très belle cérémonie de on en parlera, rassurez-vous, on va même revivre cela en image. Voilà. Et également, nous avons honoré également nos doyens. 50 années, nous avons décidé de donner des awards aux 50 premiers, et on en parlera certainement encore, 50 premiers architectes inscrits à l'ordre du Cameroun. Donc on l'a vécu de manière très excitante. L'adrénaline nous portait pour aller tous les jours au Palais des Congrès. J'en profite pour remercier le directeur général du Palais des Congrès. Christophe Mienzo, un autre Christophe. Exactement. Qui nous ont accueillis. Leurs équipes, on a travaillé main dans la main avec leurs équipes. Donc c'était une très belle semaine. Alors vous revenez un peu sur l'histoire de la création de cet ordre-là, mais on voudrait quand même comprendre. Vous nous avez amené en 62 avec la création du tout premier ordre et en 75 avec le décret qui consacre cette création. Mais on voudrait comprendre pourquoi et dans quel contexte justement l'ordre a-t-il été créé. Écoutez, l'ordre est déjà créé parce qu'il y a des architectes qui rentrent au Cameroun. Donc il y a des architectes qui rentrent au Cameroun et il y a des architectes qui décident, ils ont vu comment ça se passe ailleurs et décident justement de se mettre ensemble pour créer un ordre, des architectes pour donner, pour permettre aux architectes d'exercer leur métier. Vous savez que tous nos métiers, les professions libérales, ont besoin d'avoir un cadre légal et juridique pour pouvoir s'exprimer. Donc les architectes se regroupent ensemble et avec le lobbying qu'ils font, en 1975, donc il y a un décret qui sort. À ce moment-là, il y a 17 architectes déjà qui sont inscrits à l'ordre.
Donc, ce qui était important, sachant qu'il n'y avait pas d'école d'architecture au Cameroun. Voilà. Et donc, les architectes se remettent ensemble, ils sont 17, ils créent l'ordre national, donc comme j'ai dit en 1962, mais en 1975, donc il y a un décret donc porté par les députés qui organise la profession de l'Ordre national des architectes du Cameroun. On est parti en 62 avec 3 architectes, en 75 avec 17 architectes. Aujourd'hui, vous en êtes à combien? Alors aujourd'hui, je vais regarder mes notes, aujourd'hui nous sommes à 581 architectes actifs, mais depuis le début, depuis 1962, il y a 825 architectes qui sont inscrits. Ah, super, super. Et on a dit qu'on en reparlera, il y a 162 qui sont également, qui viennent d'être nouvellement inscrits. D'accord. Alors, comment l'ONAC encadre-t-il aujourd'hui les architectes en termes de déontologie et d'éthique dans la pratique? Écoutez, nous avons donc un code de déontologie, d'accord. Nous avons évidemment un code d'éthique. Nous nous attelons à le faire respecter, déjà par les architectes, et également nous attelons à le faire respecter par d'autres. Comme on parle des architectes, nous demandons déjà aux architectes de respecter ce code de déontologie, c'est-à-dire la confraternité avec les confrères, excusez-moi du pléonasme, le respect envers les confrères, ne pas signer des plans dont vous n'avez pas fait les études. Si jamais un client vous appelle sur un projet qui avait déjà été fait par un autre architecte, voilà, il faut que vous preniez contact avec cet autre architecte, etc., etc. Aucune œuvre n'est parfaite. Donc nous essayons effectivement, et surtout que maintenant nous sommes de plus en plus nombreux. Avec la création des écoles d'architecture au Cameroun, nous sommes de plus en plus nombreux et la croissance va être exponentielle. L'année prochaine, on va encore inscrire énormément d'architectes. Donc il faut justement qu'on respecte ces différents codes de déontologie et notre règlement intérieur et la loi. Alors sur le plan pratique, quels ont été vos plus grands combats? Alors, sur le plan pratique, nos plus grands combats aujourd'hui, c'est vraiment le fait que l'on respecte la loi. Nous avons une loi qui est très claire, la loi parce que comme je vous ai dit, la loi sur l'organisation de l'architecture date de 1975. Il y a une nouvelle loi qui a été faite en 1990 sur l'exercice et l'organisation de la profession d'architecte. Et aujourd'hui, même si cette loi n'est plus adaptée, nous avons travaillé, une commission a été mise en place, nous avons travaillé il y a 1 mois et demi pour la refonte de nos textes. Nous allons également travailler sur tout le reste, le code de déontologie, le règlement intérieur, et le soumettre à notre ministre de tutelle pour qu'on puisse le faire passer à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, notre plus grand combat, c'est la lutte, entre autres, c'est la lutte de l'exercice, la lutte contre l'exercice illégal. Pourquoi? C'est-à-dire que nous avons une loi qui est les architectes du Cameroun. Et nous avons malheureusement, lorsqu'on a des appels d'offres publics, là je parle du public, on lance des appels d'offres publics et vous avez encore des études architecturales et techniques où on consulte des BET, où on consulte des cabinets d'architecture ou des BET, alors que les études architecturales relèvent exclusivement des architectes inscrits au tableau de l'ordre. Donc c'est un gros combat que nous menons, mais et quand je dis c'est un combat, mais c'est un combat qui est facile à résoudre, parce qu'on demande juste de respecter la loi. Est-ce que dans ce combat-là, vous avez obtenu quand même des avancées qui sont visibles? Oui, nous avons des avancées parce que quand il y a un appel d'offres, on demande aux experts, donc aux architectes, d'apporter une attestation d'inscription à l'ordre. Donc systématiquement, lorsque la loi n'est pas respectée, je ne délivre pas d'attestation à l'ordre et parallèlement, j'écris aux administrations pour leur dire voilà pourquoi leurs collaborateurs n'ont pas respecté la loi, il faudrait qu'on reprenne. Et donc certains nous ont contactés pour qu'on reprenne les appels d'offres et nous sommes en train de vouloir travailler. En fait, on espère que dans les prochains jours, il va y avoir une réunion avec l'ARMP, avec le ministère des marchés publics pour qu'on puisse vraiment résoudre ce problème définitivement. Parce que les personnes se mettent hors la loi. Et quand je dis se mettre hors la loi, et les architectes qui se prêtent à ce jeu-là font ce qu'on appelle de l'exercice illégal. Et l'exercice illégal, c'est quelque chose de pénal. Ça veut dire que quand un architecte fait l'exercice illégal, il est
susceptibles d'être pénalement condamnés. Entre 6 et jusqu'à 6 mois, jusqu'à 6 ans de prison ferme. Est-ce que vous avez un peu analysé le contexte, c'est-à-dire le process qui amène un architecte à s'inscrire à l'ordre? C'est-à-dire le process, c'est qu'on entre à l'école, quand on sort de l'école, avant d'exercer, on doit s'inscrire. Et pour vous, qu'est-ce qui pousse les gens à exercer dans l'illégalité? Est-ce qu'il y a des barrières au niveau de l'inscription? Non, il n'y a pas de barrière. Je veux dire que déjà le process, je voudrais revenir dessus parce que c'est un sujet qui est très très important. Oui, oui, bien sûr. Il faut faire, avant c'était des écoles d'architecture, d'accord? Donc on faisait 5 ans dans une école d'architecture, on faisait un stage, on s'inscrivait à l'ordre. Ensuite, au ministère de l'Enseignement supérieur, on est passé au système LMD. Et donc licence, master, doctorat. Donc, et il y a eu, comme il y avait des petites incompréhensions, il y a eu une harmonisation des programmes de la filière architecture. Pour dire quoi? Pour dire que la filière architecture, et j'insiste là-dessus, c'est 5 années d'apprentissage de l'architecture, c'est-à-dire une licence en architecture, un master en architecture. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a encore des personnes qui, et on a même eu cette demande, qui font une licence en ingénierie civile et après un master en architecture et veulent entrer à l'ordre. Or que c'est pas possible. Parce que l'UIA même, l'UIA et l'UNESCO, l'UIA qui est l'Union internationale des architectes et l'UNESCO qui régissent les programmes scolaires ce qui concerne la filière architecture, le définissent ainsi. Donc, les curricula qui permettent de gravir tous ces échelons. Exactement. Donc, vous avez 5 années d'études en architecture, 2 ans de stage, dans un cabinet auprès d'un architecte qui a au minimum 5 ans de pratique. Au bout de ces 2 ans de stage, donc vous passez devant une commission, d'accord, qui juge si vous êtes apte ou pas à vous inscrire. Voilà. Donc là, je vous dis qu'il y a 162 qui sont inscrits. Là, et bien il y a 5 qui avaient été malheureusement recalés. Alors pour vous, qu'est-ce qui bloque l'inscription? Le problème est où? Pourquoi les gens préfèrent exercer dans l'illégalité plutôt que de s'inscrire à l'ordre et d'exercer légalement? Oui, parce que ça, c'est un phénomène dont on n'a pas également parlé. C'est-à-dire qu'on voit au niveau de l'égalité, c'est-à-dire que où vous allez dans des... Excusez-moi. Vous allez dans n'importe quel quartier et vous voyez quelqu'un qui a pignon sur rue et mettre plan d'architecture, plan de ceci, plan de cela, à tel prix. Et des personnes qui ne sont pas inscrites à l'ordre. Déjà, dès qu'on les voit, on les attaque, on leur envoie une sommation par huissier en leur demandant de nous prouver que ces personnes-là sont bien architectes avec leur diplôme et leur inscription à l'ordre. Et quand ce n'est pas fait, donc nous les attaquons auprès des tribunaux spécialisés. Alors, maintenant, pour répondre à votre question, je pense que... Qu'est-ce que vous avez identifié comme problème? Pourquoi les gens le font, déjà? Je pense que les gens le font parce que l'avènement de l'informatique. C'est-à-dire qu'avant, le problème ne se posait pas, les architectes dessinaient à la main, c'était le seul à savoir dessiner. Après, maintenant, vous avez accès à des programmes qui vous permettent de faire... mais ce n'est pas de l'architecture, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas de l'architecture. Ce sont des plans. Et là, vous le voyez en ville. Dès qu'un architecte a travaillé sur un projet, vous voyez la différence entre une personne qui fait un projet d'architecture ou quelqu'un qui fait du bâtiment. Parce que vous avez des personnes qui vont savoir utiliser un logiciel très rapidement, donc monter des voilà, et sans même toutes les prescriptions qu'il doit avoir. Toutes les normes qu'on doit respecter, mais bon, je pense que ça peut venir du fait que les personnes, le grand public, a le sentiment que les architectes coûtent cher, ce qui n'est pas vrai. C'est pour ça que nous, on essaye d'aller auprès du public, du grand public, pour leur expliquer ce qu'est un architecte, combien coûte un architecte, et surtout, pourquoi vous avez intérêt de travailler avec un architecte qui veut faire des économies. Alors vous avez évoqué certaines instances justement qui travaillent avec l'Ordre national des architectes du Cameroun, notamment l'UIA. Mais je voudrais comprendre quelle est la place du Cameroun dans les réseaux architecturaux continentaux et mondiaux. Écoutez, nous avons une place aujourd'hui. L'Ordre national des architectes du Cameroun fait partie de plusieurs organisations. Quand on dit fait partie, ça veut dire que nous sommes affiliés et nous payons nos cotisations. Nous faisons donc partie de l'Union internationale des architectes. Nous faisons partie de l'Union des architectes, des architectes d'Afrique. Nous faisons partie de la FAFA, la Fédération des architectes francophones d'Afrique. Nous faisons partie de la CIE, la Commonwealth Association of Architects.
Voilà. Donc, et nous sommes en train de travailler sur une organisation sous-régionale qui existe déjà en Afrique de l'Ouest, mais qui n'existe pas encore dans le centre. Donc, et nous avons une place prépondérante, nous assistons aux assemblées générales, et nous sommes présents en tant que nous avons un vice-président à la FAFA, notre secrétaire général, M. Martin Fouda, qui est vice-président chargé des jeunes. Donc voilà, donc nous allons essayer d'être de plus en plus présents pour que notre voix pèse de plus en plus. Nous sommes déjà dans une instance, nous participons aux différentes instances, à l'UIA, chaque fois qu'il y a des assemblées générales, nous sommes présents. Et donc je pense que nous avons une action assez active. Puisque vous êtes devant nous, je voudrais que vous nous aidiez à établir une différence, parce que beaucoup font des confusions entre un architecte et un urbaniste. C'est quoi la différence? Bon, déjà au niveau du diplôme, donc déjà, au niveau du diplôme, il y a une différence. Il y a un diplôme d'architecte qui est sur 5 ans et il y a un diplôme d'urbaniste. On a beaucoup d'urbanistes qui sont, j'ai envie de dire, qui ne sont pas opérationnels. Certains sont opérationnels, hein. Je ne dis pas que tous ne le sont pas, mais qui sont plus, en fait, dans la normalisation des choses. Nous avons des architectes qui sont urbanistes également. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les architectes dessinent les villes. Quand vous voyez, toutes les plus grandes villes du monde sont dessinées par les architectes. Évidemment, après, vous avez des urbanistes qui sont également importants, ils sont là, et qui doivent, et qui veillent à la norme d'une ville. Mais l'architecte est celui qui dessine, qui bâtit les villes. D'accord? Donc, quand vous allez, même Yaoundé, quand vous regardez Yaoundé, c'est nous qui dessinons les villes, c'est nous qui devrions dessiner les villes, c'est nous qui devrions faire les bâtiments. Et malheureusement, il y a toujours des... Pourquoi vous utilisez le conditionnel? Parce qu'il y a une étude du journal Le Monde, quand il y a eu des écroulements à Douala il y a quelques années. Et à Yaoundé, il y a eu Bankolo, il y a eu Douala, il y a eu Ngouache à Bafoussam. Exactement, qui disait qu'il y avait un pourcentage très faible des bâtiments qui passaient par les architectes. Et c'est pour ça que je dis nous devrions, parce que la loi est là. La loi est très claire par rapport à ça. Tout bâtiment qui nécessite des fondations doit obtenir un permis de construire, et ce sont les architectes qui signent les permis de construire. Alors, quelles sont vos relations avec les municipalités ou les collectivités territoriales décentralisées, justement, qui octroient ces permis de bâtir? Est-ce que vous travaillez en symbiose de sorte que cette loi soit respectée avant tout octroi de permis de bâtir? Alors, nous avons de très bonnes relations avec déjà les CVEC, les communes et villes du Cameroun, et nous travaillons avec le président des CVEC, M. Augustin Tamba, sur un partenariat, sur une convention de partenariat, justement pour qu'il y ait un architecte dans chaque ville. D'accord? Aujourd'hui, il y a une loi qui dit qu'il doit y avoir un architecte dans chacune des commissions de permis de construire. D'accord? Je dois dire que Douala est très avancé. Parce que Douala, toutes les semaines, il y a des commissions de permis de construire, et il y a un architecte. Et d'ailleurs, on n'a pas assez d'architectes, enfin, il est tout seul, il faudrait qu'il y en ait un ou deux de plus, qui est notre vice-président chargé des régions, justement, littorales, sud-ouest, et qui assiste toutes les semaines aux commissions de permis de construire. À Yaoundé, il y a une commission de permis de construire, mais nous, on assiste seulement à la grande commission de permis de construire, alors qu'on devrait assister à toutes les commissions de permis de construire. Donc, je suis en train de travailler sur un courrier avec Monsieur Tony Ngachou, qui est notre chargé, qui est conseiller chargé de tout ce qui est juridique, pour justement faire un courrier au maire pour leur rappeler qu'ils ont l'obligation d'avoir un architecte dans les commissions de permis de construire. Alors, quand vous expliquez, c'est très beau, mais je voudrais que vous arriviez à nous convaincre et à convaincre nos téléspectateurs qui nous regardent. En quoi l'ordre est-il un acteur stratégique dans la planification urbaine au Cameroun? Justement, c'est pour ça que je dis que nous devrions être un acteur stratégique. Mais la place de l'ordre, et c'est pour ça que nous faisons toute cette, vous avez tout ce, j'ai envie de dire, tapage, j'utilise le mot à bon escient, ce tapage médiatique. On a eu cette semaine, on s'en sert beaucoup. On nous a fait une conférence de presse. Nous avons nos pages numériques, Facebook, nos pages numériques. Nous avons eu des articles dans les journaux. On travaille beaucoup dessus parce qu'il faut qu'on soit reconnu par
par l'État. Nous sommes déjà reconnus par l'État en tant que structure, en tant que... Partenaire technique même non, pas en tant que partenaire technique. Nous sommes reconnus par l'État en tant qu'ordre professionnel. Mais j'ai envie de dire, ça ne va pas plus loin. Et c'est pour ça que moi, justement, c'est un plaidoyer que nous faisons pour que ça aille plus loin. Je veux prendre des exemples. Mais puisque avec les projets urbains, vraiment qui sont ancrés dans nos cités aujourd'hui, on ne devrait pas avoir l'ordre comme un partenaire technique. Si, justement, on l'aura. Nous avons, je pense que vous n'avez pas, il vous a pas échappé que nous avons signé avec notre tutelle une convention de partenariat lors justement de la cérémonie d'ouverture qui va justement nous permettre de jouer ce rôle pleinement. D'être une force de proposition. Il faut rappeler que quand vous parlez de tutelle, vous parlez du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, qui est notre tutelle. Et nous avons signé une convention de partenariat avec donc notre tutelle, le ministère donc de l'Habitat et du Développement urbain, qui va permettre aux architectes d'être une vraie force de proposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'allons plus attendre les appels d'offres, mais nous allons pouvoir anticiper et de dire voilà ce dont les villes ont besoin, voilà ce dont les quartiers ont besoin, voilà ce dont les avenues ont besoin. Et moi je tiens vraiment à ça, à cette convention-là. Pour moi c'est une avancée très forte dans le rôle que doivent jouer les architectes. Mais je voudrais revenir à ce que je disais. Quand je disais que on n'est pas assez reconnus, les architectes, nous on va faire notre travail pour l'aide. Mais je pense que l'État qui crée les écoles, l'État qui lance les appels d'offres, devrait jouer également sa partition. Je prends un exemple très simple. Combien d'architectes vous connaissez? Lorsqu'il y a un bâtiment de fait, on ne cite pas les architectes. Vous, les journalistes, vous avez deux expressions. Joyau architectural et bâtiment futuriste. Même quand ce n'est pas un bâtiment futuriste, vous le dites tout le temps. Mais on ne cite jamais l'architecte. Alors que derrière chaque projet, au départ, il y a une page blanche. Il y a la réflexion d'un architecte. Parce que c'est l'architecte, sans architecte, il n'y a pas de projet. C'est l'architecte qui réfléchit en premier, qui fait ce qu'on appelle une esquisse. Et une fois que l'esquisse est validée, l'esquisse qui est je veux dire que la mise en forme des idées du maître d'ouvrage, une fois que cette esquisse est validée, donc on fait appel aux autres corps d'État. Alors nous parlons de 50 années de vie de cet ordre-là. Si on vous demandait quel a été l'impact de cet ordre-là dans ces 15 ans d'architecture sur, 50 ans, oui, sur la physionomie de nos villes au Cameroun, que diriez-vous? Écoutez, je dirais que l'impact n'a pas été ce qu'il aurait dû être. L'impact n'a pas été ce qu'il aurait dû être. Mais il y a quand même un impact, mais qui aurait pu être plus fort si on avait donné, j'ai envie de dire, le pouvoir aux architectes. Si on avait écouté les architectes. Quand vous regardez les villes, je prends la ville de Yaoundé qui est celle que je connais le mieux. La ville, au départ, les architectes travaillaient sur la ville. Et la ville était bien construite. Et là, les architectes avaient un vrai impact sur la ville. Vous aviez des quartiers résidentiels. Vous aviez Bastos, vous aviez Chinga, vous aviez Elixono, vous aviez, bref, tous ces quartiers périphériques. Et vous aviez un quartier administratif où vous aviez un certain nombre le centre-ville, vous avez un certain nombre de bâtiments qui ont été construits pour les ministères, ok. Et puis après vous aviez la banlieue, très bien. Et vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui des certificats d'urbanisme, qui sont des documents qui définissent ce qu'on doit faire dans une ville, ce qu'on doit faire dans un quartier, qui définissent la hauteur, qui définissent le recul par rapport à la mitoyenneté, qui définissent le recul par rapport aux rues principales, et tout ça est très bien fait. Mais après, vous vous rendez compte qu'à un moment, ces textes ne sont pas respectés. Je prends l'exemple de Bastos. Aujourd'hui, vous avez les certificats d'urbanisme à Bastos qui disent clairement qu'on ne doit pas avoir de centre commercial à Bastos. Or, vous avez des centres commerciaux, avec tout l'impact négatif que ça va avoir sur la circulation. Ce sont ces certificats d'urbanisme qui disent qu'on doit construire simplement là un R+1 ou un R+2. Mais après, il y a cette idée de dérogation. Donc les mairies vont donner des dérogations, et on va construire plus haut. Donc vous allez avoir un immeuble R+15 à côté d'un R+1. Donc le R+1 perd toute son intimité, puisque vous avez des gens qui ont vu sur son jardin. Alors dans cet échec-là que vous parlez, vous avez pris l'exemple de Bastos pour illustrer cet échec-là sur ce qui devrait être et ce qui est la réalité de terrain aujourd'hui. Vous en voulez à qui? À l'État? Non, je n'en veux pas à l'État. J'en veux aux personnes
qui prennent les mauvaises décisions. J'en veux aux personnes qui prennent les mauvaises décisions. Il y a un régulateur. Est-ce que le régulateur n'a pas échoué? Vous êtes le prescripteur, vous êtes l'acteur, mais il y a un acteur régulateur qui est à côté qui devrait dire voici ce qui est, voici ce qui n'est pas. Voilà, moi, c'est pas là le problème. Moi, ce que je pense, vous savez, moi, quand je dis que je veux qu'on donne le pouvoir aux architectes, oui. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on nous dit il faut, avec le dérèglement climatique, il faut qu'on construise autrement. D'accord? On est d'accord. Il faut qu'on construise autrement parce qu'on ne peut plus continuer comme ça, avec le réchauffement de la Terre, etc., etc. Mais pour qu'on construise autrement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on conçoive, nous, autrement. Et pour concevoir autrement, il faut que l'on programme autrement. Mais vous avez des programmations où les architectes ne sont pas associés. Donc, tant que nous ne serons pas associés à cela, parce qu'un architecte, c'est pas simplement de la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire de la conception et du suivi de chantier. C'est également de la maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire c'est également tous ces éléments-là. Aujourd'hui, vous avez des appels d'offres, ce sont des copier-coller. Laissez les architectes faire leur travail de maître d'ouvrage, d'assistant de maître d'ouvrage, et vous allez voir comment ça va changer. Redonnons le pouvoir aux architectes qui est le leur. Et c'est pour ça que nous nous attelons justement à reprendre ce pouvoir-là. Mais ce pouvoir de décideur dans les villes, ce pouvoir de dessiner les villes et donc de changer la vie de nos concitoyens. Alors, quand vous avez regardé les drames qu'il y a eu, c'est-à-dire, on a eu Ngouache à Bafoussam, on en parlait tout à l'heure, on a eu Bankolo à Yaoundé, beaucoup à Douala, les immeubles qui se sont effondrés, et cela a remis un peu au goût du jour ce que vous appelez les zones non constructibles, mais qui sont aujourd'hui exploitées par les populations pour des constructions résidentielles. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous avez vu des catastrophes comme celle-là, que vous ne servez à rien finalement? Non, pas du tout. Parce que nous avons fait des propositions concrètes. Effectivement, Bankolo, nous avions été, lors d'un été, mais on n'a pas été pour se montrer. On était pour regarder le problème et pour faire des propositions concrètes. Et les propositions concrètes, c'est quoi? C'est de dire quand vous avez des zones non aedificandi, pour qu'on ne construise pas dessus, le meilleur moyen qu'on ne construise pas dessus, c'est de construire dessus, je m'explique. Ça veut dire qu'il faut faire des aménagements urbains. C'est d'occuper ces espaces-là. La nature horreur du vide, si on n'occupe pas les espaces, eh ben, les gens vont venir construire dessus. Donc il faut faire des aménagements urbains, que la population s'octroie ces espaces, des espaces verts, des espaces végétaux, minéraux, des bancs publics, des arbres qu'on plante, qu'on donne des espaces récréatifs et de détente aux populations. Parce que si vous ne le faites pas, eh ben, il va y avoir toujours ça, on va venir un jour, on va voir qu'on a construit telle ou telle chose, et avec les drames qui peuvent ressortir de ça. Mais c'est pas simplement ça. Parce que certains immeubles qui se sont écroulés n'étaient pas dans des zones non édificantes. Mais c'était dans des zones où on pouvait construire, mais à mon problème, c'est qu'un problème au niveau des études. D'accord? Alors moi, j'ai entendu... Des études biaisées par les non-architectes. Ben, des études biaisées par des non-professionnels. Exactement. Parce que vous savez, vous avez beaucoup de gens qui construisent. Il y a tellement d'immeubles qui sont construits sans permis de construire. Sans permis de construire. Et vous avez des personnes, et puis après, vous avez des personnes qui meurent de ça. Alors, est-ce que dans cette perspective-là, de corriger ces erreurs qui aujourd'hui nous coûtent des vies, nous coûtent beaucoup, est-ce que dans cette perspective-là, vous avez entamé une collaboration pour régler avec l'État? Oui, alors, nous, ce que nous demandons, parce que beaucoup de gens ont dit à un moment, c'est un problème de permis de construire. Mais ce que les gens doivent bien comprendre, c'est que le permis de construire, c'est un document administratif. C'est un document administratif qui vous dit, OK, vous avez respecté, comme je dis, le certificat d'urbanisme, vous avez respecté le recul, vous avez respecté un certain nombre de choses, d'accord? Mais il faut que l'on travaille justement avec l'État et d'exiger qu'il y ait un contrat de maîtrise d'œuvre, dans lequel il y ait un architecte, un ingénieur, et puis en fait toute la maîtrise d'œuvre de conception qui puisse suivre. Douala a essayé de faire, sauf qu'ils se sont trompés. Parce qu'ils ont dit qu'il fallait que ce soit un ingénieur qui suive le projet. Mais c'est pas possible. Il faut que ce soit un groupement dont le mandataire est un architecte et qui suive les projets. Il faut exiger. Parce qu'en fait, souvent, les gens viennent prendre un permis de construire et puis après, ils vont construire sans qu'il y ait de maîtrise d'œuvre. Donc, personne ne vérifie la qualité de la construction. Est-ce qu'il y a un conflit de rôle entre vous et des ingénieurs? Non. Alors, moi, je tiens
d'abord à dire que je suis très ami avec Kisi Tongwa, le président de l'Ordre des ingénieurs de génie civil du Cameroun. Donc on s'entend bien. Je pense que nous sommes sur la même longueur d'onde. Chacun doit faire son métier. Comme je l'ai dit aujourd'hui, s'il n'y a pas d'architecte, il n'y a pas de projet. Pourquoi? Tout simplement parce que la première phase d'un projet, c'est une esquisse. Et c'est l'architecte qui fait l'esquisse. Et les ingénieurs interviennent après. Mais simplement, avec l'avènement de l'informatique, certains se sont dit, je peux faire l'informatique, je peux faire un plan. Oui, tu sais faire un plan, mais tu ne fais pas d'architecture. Et donc après, tu ne fais pas un bâtiment qui aura de l'impact. C'est pas le simple dessin, il y a l'âme du dessin. Mais il y a l'âme du dessin, il y a l'environnement, il y a tout. Je veux dire qu'un projet, c'est pas 4 murs qu'on monte, non. Ce sont des études d'abord. Ce sont des vraies études, une réflexion par rapport à l'environnement, une réflexion à différentes échelles. Par rapport à l'environnement, par rapport à la ville, par rapport au pays. Donc il y a d'avoir cette réflexion-là que au centre des activités, ces bâtisseurs de l'ombre ont-ils été les chefs d'orchestre de nos villes ou de simples spectateurs d'un urbanisme souvent un peu improvisé? Entre rêve de modernité et réalité de terrain, voici l'enquête de Delphine Fonko-Télé et Constantin. Une école, un hôpital ou un marché. Derrière chaque bâtiment, il y a une vision, celle de l'architecte. Au-delà des briques et du béton, il pense l'espace, imagine les usages, veille à l'harmonie entre les hommes, la nature et la ville. Son œuvre est une projection de société. Nous avons fait des grosses contributions pour dire que les architectes non seulement construisent des bâtiments, mais dessinent les villes, dessinent les vies. Et c'est dans ce sens-là que nous devons être toujours consultés pour tout ce qui est architecture et urbanisme. Dans la planification urbaine, l'architecte n'est jamais seul. Il travaille en collaboration avec des urbanistes, des ingénieurs, des géographes et les autorités. Ensemble, ils structurent les villes, leur donnent une forme, un sens. Des actions plutôt satisfaisantes, même si les défis restent nombreux. Également jouer leur partition dans cette actualité que sont les états généraux de la gestion des ressources en déchets urbains qui interpellent également les architectes. Et après 50 ans d'existence, l'Ordre national des architectes du Cameroun ne veut plus se contenter d'accompagner. Il entend désormais tracer des lignes fortes dans la marche du pays. La nouvelle route Bastos, il y a toute cette rivière qui n'est pas mise en avant. Il y a toute cette promenade qui peut être faite. Donc on va faire des propositions sur les trottoirs qui doivent rester des trottoirs, qui ne doivent plus être des parkings pour les voitures, pour qu'on doit donner des places aux piétons pour qu'ils puissent se mouvoir dans la ville en toute sécurité et dans des espaces verts, des espaces de repos, des espaces de toilettes, etc. etc. C'est d'ailleurs tout le sens de la convention paraphée ce lundi entre l'Ordre et le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Un accord qui scelle une volonté commune, celle de bâtir autrement, en mettant la réflexion architecturale au cœur des projets. Alors Jean-Christophe Ndongo, vous parliez de convention, on l'a vu dans ce reportage. Comment votre ordre aborde-t-il la question d'une urbanisation galopante mais souvent anarchique au Cameroun? C'est pour ça que je dis qu'il faut repenser nos villes. Vous savez, nous avons honoré, on va certainement en parler, nos anciens architectes, nos doyens, comme on les appelle, parce qu'à un moment, ils ont donné un sens à cette ville, entre autres. Ils ont donné un sens à cette ville, les choses étaient faites de manière... il y avait des trottoirs pour les piétons, il y avait des voies pour les véhicules, il y avait des espaces verts, etc., etc. Donc, à un moment, quand les architectes ont eu le pouvoir, on l'a vu dans les villes, on l'a ressenti. Maintenant, comme vous avez utilisé le bon mot, l'anarchie. Mais le véritable problème, c'est que cette anarchie, on a l'impression qu'elle est organisée. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez des trottoirs dans le centre-ville, vous avez des trottoirs qui servent de parking. Les personnes ne marchent pas par plaisir. Les personnes marchent à pied parce qu'elles n'ont pas les moyens, souvent, soit de chercher une voiture, même souvent de prendre un taxi. Donc, à partir de ce moment-là, donnons-leur des lieux où elles peuvent se mouvoir de manière agréable. Vous savez, aujourd'hui, on a des rues, il faut penser maintenant des rues, les mettre en sens unique, parce qu'on se rend compte que c'est plus possible. Il faut exiger des personnes qui fassent des bureaux qu'elles aient des parkings. Aujourd'hui, il y a une norme qui est très claire là-dessus. Quand vous avez des bureaux, c'est 25 mètres carrés
pardon, c'est un parking pour 25 mètres carrés de bureau. Donc utilisons ces normes-là. Si on se met simplement à respecter les normes, ça va changer. Et qui est là pour respecter les normes, pour voir sur un bâtiment si les normes sont vraiment respectées? Ce sont les architectes. Alors, tel qu'on voit la physionomie de nos villes aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de repenser, de refaire? C'est trop casser les œufs, non? Oui, mais comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Je pense qu'il faut avoir le courage. Il y a deux options. Soit on fait une ville nouvelle, soit on... Mais bon, même si l'option d'une ville nouvelle, il ne s'agit pas d'abandonner celle qui est là. Donc à un moment, il faut avoir le courage de dire ça ne fonctionne pas. Tel quartier, il n'y a pas de trottoir. Pourquoi? On doit avoir des trottoirs. Parce que même pour un problème de sécurité, même pour nos enfants, comment est-ce qu'ils font? Dès que les personnes sortent, je l'ai vu en rentrant chez vous, dès qu'on sort de la voiture, on est directement... C'est-à-dire qu'un piéton qui passe peut se faire faucher facilement. Mettons des trottoirs d'1,50 m, mettons des arbres, mettons un certain nombre de choses qui vont faire que les gens se sentent en sécurité et à l'aise. Et puis si les rues ne sont pas assez grandes, eh bien qu'on crée des sens uniques et qu'ils soient respectés, ces sens uniques-là. Alors vous parliez, tout à l'heure on parlait de l'exercice illégal du métier qui persiste, vous l'avez reconnu vous-même. Quels sont justement les ressorts que l'ordre essaye d'actionner pour faire face? Alors, comme je vous l'ai dit, lorsque... En dehors de traduire en justice. Non mais c'est l'un des premiers ressorts. Pourquoi? Parce que quand les gens agissent d'une certaine manière, c'est parce qu'ils ont le sentiment qu'il y a une impunité. Donc les gens se disent de toute manière, les architectes, on peut exercer leur métier, ils ne disent rien. Mais à partir du moment où il va y avoir des décisions de justice et qui condamnent des personnes qui le font, il va y avoir un recul. Deuxième ressort, parce que quand on dit exercice illégal, ces personnes-là souvent posent des permis de construire qui sont signés par certains architectes. Alors, d'accord. Donc, l'autre chose également, ce qu'il faut, c'est qu'on trouve du travail aux architectes. Mais quand je dis trouver du travail aux architectes, ce travail, il est là. Il est pris par toutes les personnes qui exercent de manière illégale. Au Cameroun, je le rappelle, nous avons à peu près un architecte pour 100 000 habitants. Quant au Nigeria, notre voisin, ils ont un architecte pour 58 000 habitants. Donc c'est pour dire qu'on n'est même pas encore assez nombreux comme architectes. Mais qu'on fasse ce travail, et pour ça on a besoin des autorités sanctionnent celles qui ne le font pas, et que les autorités également, quand ils lancent des appels d'offres publics, nous donnent le travail qui est le nôtre. Justement, dans ces appels d'offres publics-là, est-ce que les marchés publics, justement, sont réellement accessibles aux architectes nationaux? Mais bien sûr. De toute manière, comme je l'ai dit, nous sommes protégés par la loi. Encore une fois, parce que qu'est-ce que la loi dit? C'est vrai que je vois ce que vous voulez dire, je vais approfondir votre question si vous permettez. C'est qu'il y a des projets en PPP. C'est-à-dire qu'il y a des gros projets qui arrivent où vous avez des justement sociétés... parce qu'on a l'impression que ceux qui viennent de l'extérieur vous ravissent un peu la vedette. Est-ce qu'il n'y a pas une disposition qui consacre le national sur l'extérieur? Justement, il y en a une. Il y a un article qui est très clair dans la loi et qui dit ceci, c'est que, comme je l'ai dit, nul n'a le droit d'exercer la profession d'architecte s'il n'est inscrit à l'ordre national des architectes, au tableau de l'ordre national des architectes du Cameroun. Et en plus de cela, quand vous êtes étranger, vous n'avez pas le droit d'exercer au Cameroun, sauf si vous exercez pour le compte d'un cabinet agréé par l'ordre national du Cameroun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les étrangers qui travaillent au Cameroun doivent travailler avec un cabinet camerounais agréé par l'ordre national du Cameroun. Donc, cette disposition est là. Mais maintenant, on doit faire en sorte qu'elle soit respectée. Alors, vous avez parlé également du numérique qui semble être un frein pour la profession, c'est-à-dire il y a beaucoup... Non, c'est pas ce que j'ai dit. En fait, vous avez dit que ça fait partie des problèmes, c'est-à-dire les gens ont trouvé ça comme une facilité à accéder. Oui, c'est pas un frein, c'est pas du tout un frein, c'est pas ce que j'ai dit. Au contraire, je veux dire, le numérique, on en a besoin. On en a besoin, ça nous a permis d'aller plus vite, de faire des choses, et surtout, on ne vit pas en autarcie. Le monde entier l'utilise, donc on ne va pas nous continuer à travailler à la main, quoique je le regrette, voilà. On vit dans un environnement mondial, il y a une mondialisation, il y a même une africanisation des choses, sans aller dans le... Donc on doit vivre avec notre temps. Alors, sauf ce que je dis, c'est que avant on dessinait à la main, donc les architectes, les seuls savaient dessiner. Aujourd'hui, la machine la machine ne fait pas tout. La machine fait ce que l'homme lui dit de faire. Donc, mais aujourd'hui, vous avez des personnes qui se disent, faire un plan, c'est facile. Et justement... Et puisque la machine lui donne ce que l'architecte devrait lui donner. Non, justement, nous lui donnons plus que ça. Parce que c'est pour ça que je vous ai dit que certaines personnes, nous faisons
des projets d'architecture qui vont plus loin que le simple bâtiment, qui prennent en compte, et j'insiste là-dessus, parce que je sais que vous avez beaucoup de personnes qui regardent cette émission, j'insiste là-dessus, ce n'est pas simplement des plans, on ne fait pas des plans, on fait des projets dans lesquels il y a des plans, il y a des coupes, il y a des façades, il y a des aménagements urbains, il y a des perspectives, il y a une réflexion architecturale globale sur l'environnement du projet. C'est-à-dire qu'en fait, où est le nord, où est le sud, comment est-ce qu'on va éclairer, comment la lumière va venir, comment est-ce que, voilà, sur les matériaux, sur un certain nombre de choses, parce que c'est notre métier. Voilà. Et donc, vous avez des personnes, c'est comme si vous me dites aujourd'hui que les gens qui vendent les médicaments dans la rue, c'est pareil que les pharmaciens qui veulent vous conseiller. Non. Évidemment que non. Exactement. Alors, aujourd'hui, il y a des défis écologiques qu'il faut intégrer généralement dans les constructions. Aujourd'hui, comment vous faites pour intégrer ces défis écologiques-là? Alors, je tiens déjà à dire que le Cameroun, moi j'étais content parce que je trouvais qu'on a des jeunes architectes qui ont vraiment pris ce problème après le cas. Nous avons des jeunes architectes qui font des concours, internationaux et qui gagnent. J'étais dernièrement recevoir le prix pour un jeune étudiant qui a gagné le prix de la Fondation Rougerie, une fondation française qui est très très impliquée justement dans la lutte contre dans la lutte par l'architecture contre les dérèglements climatiques. Il a gagné ce prix devant des milliers d'autres étudiants. Étudiants et architectes à travers le monde. Donc c'est pour dire déjà, c'est un problème. Comment il s'appelle le jeune? Alors il s'appelle Idriss, il est à l'école nationale des travaux publics. Super. Voilà. Et donc voilà, et c'est un problème donc qui est au cœur même des études, au cœur de la réflexion. Maintenant, comment on le fait? Comme je vous ai dit, pour faire, il faut que, parce qu'en fait les architectes répondent à des commandes. D'accord. Donc, pour qu'on construise autrement, c'est ce que je me répète, mais il faut que les TDR soient faits différemment, il faut que l'on programme différemment. Et pour qu'on le programme différemment, faites appel aux architectes. Est-ce qu'on peut être plus, dans le contexte camerounais, est-ce qu'on peut être plus éco-responsable sans perdre son ancrage culturel? Mais bien sûr. Je prends un exemple de la brique de terre. Non, de la terre battue même, avant la brique de terre. Quand on voit dans les villages, pourquoi est-ce que les gens restent dans les cuisines, parce que maintenant tout le monde est venu mettre un enduit, parce que ça faisait riche. Mais pourquoi on restait dans les cuisines, tout autour du feu de bois? Parce qu'on s'était rendu compte que quand il y avait de la terre, les briques de terre? Non, pas les briques de terre, c'était même pas la terre battue. La terre battue, oui. Il faisait plus frais à l'intérieur qu'à l'extérieur, et même dans la maison, on était obligé de mettre de la climatisation. Donc il y a eu une réflexion, il y a eu des vraies réflexions, comment trouver du frais dans les maisons sans qu'on ait à faire appel à la climatisation. Donc je pense que nous, les architectes, nous sommes en train de beaucoup travailler dessus, et nous avons donc cette capacité à réfléchir sur tous ces éléments-là, sur tous ces questionnements liés au dérèglement climatique. Alors que l'ONAC refermait justement samedi dernier le grand livre de la semaine, justement la semaine anniversaire de ses 50 ans, il a procédé à l'accueil de 162 nouveaux membres désormais munis du sceau officiel pour dessiner et bâtir nos villes. Les nouveaux architectes que vous avez accueillis à l'ordre pour bâtir légalement le paysage urbain et rural du pays, du 109 pour assurer l'avenir. Je voudrais qu'on revisite cela en images dans ce reportage signé Delphine Fonkotene. Devant le parterre d'invités présents, ces architectes, 162 au total, prennent l'engagement d'exercer leurs fonctions selon les règles de l'art. Passé cette prestation de serment, chacun de ces architectes reçoit son diplôme et ils sont désormais inscrits à l'Ordre national des architectes du Cameroun et peuvent exercer la fonction d'architecte comme prévoit la loi. Ça, c'est l'aboutissement de 2 ans de stage professionnel. Et pendant les 2 ans de stage, on faisait des projets, donc on va juste continuer dans la même lancée en essayant de faire davantage de projets. Comme l'ordre l'impose, nul n'est architecte s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre. Désormais, c'est aussi notre métier en tant qu'architecte. C'est le début d'une autre chose, le début d'une carrière qui s'annonce prometteuse. Je voudrais continuer d'être humble, rester à l'écoute du monde
et essayer d'être innovateur. Ces architectes sont désormais appelés à imprimer leur marque sur le terrain. Le président de l'ordre les invite à être des modèles. Il faut qu'ils exercent leur métier avec déontologie, avec honnêteté, avec équité, avec professionnalisme, et que ce sont des architectes. Donc avec également créativité, il faut qu'ils osent proposer des choses nouvelles, parce que ce sont ces nouveaux architectes qui vont bâtir le Cameroun de demain. Cette prestation de serment est l'une des activités phares de la célébration du cinquantenaire de l'Ordre national des architectes du Cameroun. Un anniversaire célébré pendant une semaine a permis de faire le bilan des 50 années écoulées et dresser les perspectives des 50 prochaines années. Jean-Christophe Ndongo, quelle place pour la jeunesse architecte dans la décennie à venir? Une place très très importante. Moi j'ai beaucoup aimé quand j'ai vu la rétrospective là. Vous avez vu l'engouement, le bonheur de ces jeunes de rentrer, de pouvoir être inscrits à l'ordre. Et je pense qu'ils ont une place qui est là, qui existe, qu'ils ont déjà prise et qu'ils doivent prendre. Moi je me fais aucune inquiétude pour eux. Il y a des personnes qui sont très très créative. On a remis un award et c'est une jeune architecte qui a gagné le concours pour le design de cet award. Donc ils sont très créatifs. On a fait dernièrement aussi un concours avec la SIC. On a fait un concours, le prix Ramsès, où il fallait redessiner tout le quartier de la SIC de Messa. Et j'avais demandé, parce que je voulais justement que ce soit des jeunes architectes qui travaillent, que le concours soit ouvert aux architectes de moins de 30 ans qui étaient inscrits à l'ordre. Et on a vu, c'était fabuleux, on a vu toute la créativité qu'il y avait dans leurs propositions. Donc je pense que c'est très important. Donc cette jeunesse a une place, je ne veux pas dire à prendre. Mais cela rassure de ce que vous faites un bon travail. C'est-à-dire vous travaillez la relève, que ce soit à travers les écoles ou à travers la pratique sur le terrain. Bon, avec les écoles, on n'a pas la main sur les écoles, donc je ne sais pas s'ils font un bon travail, mais on a une équipe, ça c'est un sujet dont il faudrait parler. Oui. Malheureusement, bon, on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps. Mais je suis sûr que je reviendrai, je m'invite déjà à votre émission. Non, il n'y a pas de souci, nous sommes ouverts, rassurez-vous. Pour parler de cela. Non, mais on fait, oui, le bureau actuel fait un très bon travail. Je suis entouré vraiment de personnes très compétentes, qui ont envie vraiment de changer les choses, qui ont envie de donner une image forte de l'ordre et qui est là pour encadrer également toutes les personnes qui rentrent. Donc oui, je pense en toute humilité que, en tout cas, nous faisons de notre mieux pour faire le meilleur travail possible, pour accueillir tous ces jeunes-là et pour que l'ordre... Alors, vous avez semblé nous dire que l'ordre ne participe pas à la formation des jeunes dans les écoles? Non, l'ordre ne participe pas à la formation des jeunes. On nous l'a souvent répété que nous n'avons pas une vocation pédagogique, ce qui est dommage. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. L'école publique de la Côte d'Ivoire est sous l'égide de l'ordre. Donc, nous, aujourd'hui, au Cameroun, il y a 22 écoles d'architecture au Cameroun. C'est trop. C'est trop. Parce que qui dit école, c'est quoi une école? Une école, c'est des locaux. Même dans le choix des curricula, on ne vous consulte pas? Non. C'est-à-dire que nous avons été consultés, nous avons été consultés par le ministre de l'enseignement supérieur. Nous avons participé notamment à l'homologation des programmes de la filière architecture. Si nous avons été, parce que justement, nous avons fait cette demande parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes, mais je pense que c'est un sujet trop important pour qu'il fasse l'objet jusque de 2 minutes et dont je serais vraiment ravi de pouvoir revenir. On vous invitera, mais je voudrais vous poser deux dernières questions. La première, l'architecture peut-elle devenir un outil de souveraineté culturelle au Cameroun? Il doit. Non seulement il doit devenir un outil de souveraineté, mais il doit surtout devenir, il doit être déclaré d'utilité publique. L'architecture doit être déclarée d'utilité publique, comme il est dans certains autres pays. Parce que c'est une utilité publique. Alors, et vous, la dernière question, quel rêve portez-vous pour l'architecture camerounaise en 2075? En 2075, c'est-à-dire dans 50 ans. Dans 50 ans, les 50 prochaines années. C'est-à-dire qu'à une période où je ne serai plus là pour le voir. C'est vous qui pensez là. Impulse ça, qui jouent toute leur partition et qui ait un impact. Et que quand on voit nos villes dans 50 ans,
et qu'on puisse dire, heureusement qu'on a des architectes au Cameroun. On espère que vous travaillez pour 50 ans et déjà des jalons, tant de murs dressés, de ponts tendus entre le rêve et la réalité. Mais ce jour, au-delà des hommages, ce sont des fondations de demain que nous avons interrogées. Un Cameroun plus urbain, plus vert, plus innovant, mais surtout plus conscient de l'importance de son cadre bâti avec les architectes, justement. L'architecture n'est pas un luxe, elle est un droit. Elle est une mémoire, elle est un avenir pensé dès aujourd'hui avec courage et ambition. Merci à notre invité Jean-Christophe Dogo pour cette traversée d'histoire que vous avez voulu partager. Merci beaucoup, c'est passé très vite. C'est passé très vite. 52 minutes, c'est pas beaucoup. Non, c'est vraiment pas beaucoup. Mais comme vous avez dit, on va vous inviter une fois de plus pour une autre émission. Merci à vous à la maison de nous avoir regardé. On sait, il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas pu répondre aujourd'hui, mais rassurez-vous, la prochaine fois, elles seront